Bienvenue à Gajo. Aujourd'hui, on s'attaque à une question qui peut donner des sueurs froides à n'importe qui en affaires. Comment on fixe un prix? Un prix qui fait en sorte qu'on vend, bien sûr, mais surtout qu'on bâtit une entreprise rentable sur le long terme parce que, tu sais, c'est pas juste un chiffre sur une étiquette, c'est de la stratégie, de la psychologie, puis une bonne dose de vision. Exactement. Pour explorer ça, on a une pile de sources vraiment intéressantes. On a des conversations avec des entrepreneurs de haut calibre, comme Laurent Tapie, des analyses de stratégie, des conseils super concrets. Fait que notre mission, c'est un peu de décortiquer ça, l'art et la science de mettre le bon prix pour que l'entreprise soit bâtie sur du solide. C'est ça. Et on va voir que le prix, ce n'est jamais une décision qu'on prend dans le vide. C'est connecté à absolument tout. Les coûts, évidemment, mais aussi la valeur que la clientèle perçoit, le modèle d'affaires au complet et même la réputation de la marque. On va d'ailleurs voir comment Nike a failli trébucher là-dessus. On va donc partir des fondations pour monter jusqu'à la vision à long terme. Parfait, j'aime l'idée. On commence donc dans la salle des machines. C'est quoi le minimum vital qu'un prix doit couvrir pour qu'on soit pas, en train de pédaler dans le vide, là? Le point de départ non négociable, c'est le calcul des coûts. Toutes les sources, en particulier celles de la BDC, sont unanimes là-dessus. Il faut connaître sur le bout de ses doigts ses coûts directs, le coût des marchandises vendues. C'est le plancher. C'est la base de la base. Si on ne connaît pas son plancher, on risque de construire une maison qui s'enfonce dans le sol. Et ce plancher-là, il peut être beaucoup plus haut qu'on pense. J'ai vu un exemple dans une des sources de la chaîne Osez briller qui m'a vraiment fait sursauter. L'exemple est pour la France, mais le principe est universel. Ah oui? Pour espérer se verser un salaire net de 2 000 € par mois, une personne seule doit générer un chiffre d'affaires de 6 000 à 7 000 €. Wow! Quand on voit ça, on comprend que la marge, c'est pas un luxe, là. Non, c'est un calcul qui donne une claque. Vraiment. Parce que ça expose tout ce qui est invisible. La TVA, les impôts, les charges, les frais, tout ce qui vient gruger le chiffre d'affaires. La source le dit bien, si la marge est trop mince au départ, la vie de l'entreprise devient infiniment plus difficile. C'est comme essayer de courir un marathon en respirant avec une paille. C'est exactement ça. C'est là que ça devient stratégique. Franck Nicolas, dans une de ses vidéos, conseille carrément de viser des modèles d'affaires à forte marge et à faible coût de production. Ça sonne bien en théorie, c'est le rêve, mais est-ce que ça pousse pas les entrepreneurs vers des marchés déjà saturés? Tu sais, le coaching, le e-commerce, la concurrence est féroce. C'est une excellente question. Est-ce que ce conseil-là s'applique à quelqu'un qui veut ouvrir, mettons, une boulangerie artisanale? Ben, ça met le doigt sur la différence entre un principe et une recette universelle. Le conseil de Nicolas, c'est pas de dire que seuls ces modèles fonctionnent. C'est de forcer l'entrepreneur à réfléchir à la structure de ses marges avant de se lancer. Pour la boulangerie, ça veut peut-être dire de ne pas juste vendre des pains à 5 mais d'offrir aussi des cours de boulangerie à 150 ou des services traiteurs. On cherche où est la marge. OK, diversifier pour trouver la profitabilité. L'idée, comme le dit une autre source, c'est de se concentrer sur l'euro, sur ce qui est réellement gagné, pas juste sur le volume. D'accord, donc on a notre plancher, nos coûts. On sait qu'on doit viser une marge saine, mais ça nous donne toujours pas le prix final. J'imagine que ça se résume pas à coût plus marge égale prix. Non, et c'est là qu'on quitte la salle des machines pour monter à l'étage du marketing, de la psychologie client. Le prix, c'est pas juste une transaction, c'est un message. Et le message le plus important, c'est celui de la valeur. La valeur. Un principe fondamental qui ressort de plusieurs sources, c'est que les clients, ils ne payent pas pour un produit, ils payent pour une solution à un problème. Et plus ce problème est gros, douloureux, urgent, plus la valeur de la solution est élevée à leurs yeux. Donc, le travail de l'entrepreneur, c'est pas de vendre une perceuse, c'est de vendre le trou dans le mur. Exactement, Et surtout de comprendre à quel point la personne a besoin de ce trou-là. précisément. Une source dit que le cerveau de l'entrepreneur doit devenir un radar à problèmes. On ne se demande pas qu'est-ce que je peux vendre, mais quel problème majeur est-ce que je peux résoudre? Ça me fait penser à une autre idée très forte de la chaîne S'enrichir, la distinction entre la valeur intrinsèque d'un produit et sa valeur perçue. On peut avoir la meilleure perceuse au monde, la plus solide, mais si le client ne le sait pas, si on ne le lui communique pas, cette valeur-là n'existe juste pas pour lui. Ah, c'est tellement vrai. La source le dit de façon frappante. Ce qui n'est pas signalé n'existe pas. Oui, et ça, c'est un piège. Un piège où tombent beaucoup de créateurs, de techniciens qui sont en amour avec leurs produits.
Ils pensent que la qualité va parler d'elle-même. Mais non. Mais le marché est bruyant. Si on ne communique pas la valeur, elle reste invisible. C'est pour ça que la tarification, c'est un des fameux 4 P du marketing. Produit, prix, place, promotion. Ils doivent tous chanter la même chanson. Un prix élevé pour un produit qui a l'air bas de gamme, ça marche juste pas. L'histoire de Laurent Tapie que tu as mentionné tantôt, ça illustre ça parfaitement, non? C'est l'exemple parfait. Pour son site de paris sportifs, il raconte qu'au début, il avait engagé des experts pour créer un système de cotes super complexe, super précis, OK. basé sur des modèles financiers sophistiqués. Techniquement, c'était brillant. La valeur intrinsèque était immense. Le problème, Personne ne comprenait rien. absolument rien. Wow! C'est fou de penser qu'un entrepreneur de ce calibre a dû jeter à la poubelle un système aussi complexe. Ça en dit long sur l'ego qu'il faut parfois mettre de côté. Exactement. Il a dû tout simplifier, radicalement. Il a compris que la valeur pour l'utilisateur, c'était pas dans la précision mathématique, c'était dans la simplicité, le plaisir de parier. La valeur perçue, c'était la clarté, pas la complexité. Il a dû aligner son produit sur ce que le client valorisait réellement. Voilà. Pas sur ce que ces experts pensaient être génial. Donc, cette idée de valeur perçue, c'est la promesse. Mais pour que ça tienne sur la durée, il faut que le produit soit à la hauteur. Sinon, le client revient jamais. J'imagine que c'est là qu'on sort de la vente pour entrer dans la mathématique de la fidélisation. C'est exactement la transition. On passe au bureau de la direction, là où on garde la santé de l'entreprise à long terme. Et pour ça, les sources nous donnent 2 indicateurs qui sont de véritables compas, le CAC et la LTV. D'accord, 2 acronymes qui peuvent faire part, mais qui sont essentiels. Donc, si on ramène ça à une situation concrète, disons qu'on a un café. Le CAC, le coût d'acquisition client, c'est le coût de ma pub sur les réseaux sociaux qui a fait entrer une personne pour la première fois. La LTV, la Lifetime Value, c'est tous les cafés, les croissants que cette personne-là va acheter pendant 5 ans parce qu'elle adore la place. C'est la parfaite analogie. On ne peut pas fixer le prix d'un café sans penser à ces 5 années-là. OK. Et c'est là qu'on trouve une règle qui, en apparence, est simple, mais qui est le vrai moteur de la rentabilité. La LTV doit être au moins 3 fois plus grande que le CAC. 3 fois. Beaucoup d'entreprises en difficulté sont rentables sur une seule vente, mais elles perdent de l'argent sur chaque client parce qu'elles ignorent ce ratio. C'est comme gagner une bataille, mais perdre la guerre. Attends, le ratio de 3 pour 1, c'est précis. Pourquoi pas 2 pour 1? Ça semble déjà bien, non? Ça pourrait sembler bien, mais le ratio n'est pas arbitraire. Le premier 1 couvre ton coût d'acquisition. Le deuxième 1 couvre tous tes autres coûts, salaire, loyer, R&D. Et les frais de fonctionnement. Exactement. Et le troisième 1, c'est le profit. C'est la marge qui permet à l'entreprise de respirer, d'innover, de grandir. Avec un ratio de 2 pour 1, on survit à peine. C'est ça. Avec 3 pour 1, on prospère. Ça change toute la perspective et ça relie directement à ce que dit Yomi Denzel sur la qualité du produit. Il utilise l'image d'un entonnoir percé. Oui. On peut dépenser des fortunes en marketing pour attirer des clients, donc avoir un CAC élevé, mais s'ils sont déçus puis qu'ils reviennent jamais, la LTV est minuscule. L'argent coule par les trous. Et c'est là que la boucle se referme. Un bon produit augmente la fidélité, donc la LTV. Mieux encore, un produit exceptionnel transforme les clients en ambassadeurs. Le fameux bouche à oreille. C'est là que NPS, le Net Promoter Score, entre en jeu. C'est pas juste une note de satisfaction. Un score élevé, ça veut dire que ta clientèle devient une force de vente gratuite pour toi. Ce qui, en retour, fait baisser le coût d'acquisition des nouveaux clients. Le ratio LTV-CAC s'améliore des deux côtés en même temps. C'est un cercle vertueux. Tout à fait. Et ignorer ce cercle vertueux au profit de gains à court terme peut être fatal, même pour les plus grands. C'est la leçon de l'histoire de Nike. Ah oui. À un certain moment, l'entreprise s'est mise à trop se concentrer sur des indicateurs à court terme, comme le cours de l'action, pour plaire à Wall Street. Cette pression-là a mené à des décisions, possiblement des promotions agressives, qui ont compromis la santé à long terme de la marque. En d'autres mots, ils ont peut-être augmenté les ventes d'un trimestre, fait monter l'action, mais en diluant l'image d'exclusivité et de qualité. C'est ça. Ils ont sacrifié la LTV de leurs clients fidèles pour un CAC peut-être plus bas, mais moins qualitatif. C'est un piège tellement facile de tomber dedans. C'est le piège classique.
Une stratégie de prix durable doit aligner les objectifs de l'entreprise sur les besoins des consommateurs, pas juste sur les attentes des marchés financiers. D'accord. Donc, on a une stratégie qui semble solide, on connaît nos coûts, on comprend la valeur, on a un modèle d'affaires qui tient la route, mais une bonne stratégie sur papier, ça vaut rien si on n'arrive pas à l'appliquer. On arrive au nerf de la guerre, l'exécution. Et sur ce point, Laurent Tapie est catégorique. Il dit que ce qui différencie les entrepreneurs qui réussissent des autres, c'est qu'ils sont des tueurs dans l'exécution. L'idée vaut pas grand-chose si l'exécution est médiocre. Zéro. Il donne un exemple fascinant avec un simple script au téléphone. Il explique qu'en travaillant le script au mot près, en testant chaque phrase, son équipe a réussi à doubler le taux de transformation. C'est colossal. Doubler le nombre de ventes pour le même nombre d'appels. C'est énorme. Et ça nous ramène à une autre idée forte, l'importance de s'attaquer aux bons problèmes. On pourrait passer des semaines à chercher le prix parfait, alors que le vrai problème, c'est pas le prix. C'est la méthode de vente qui est pas au point. Ou que la prospection est insuffisante. Yomi Denzel mentionne cet archétype de l'entrepreneur qui passe des heures à gosser le design de son site web alors qu'il a contacté juste 20 personnes. C'est tellement vrai. C'est plus confortable de changer une couleur sur un site que de risquer de se faire dire non au téléphone. Ben oui. Ça demande une lucidité, une résilience. Je pense à Gary Vaynerchuk qui rappelle que l'entrepreneuriat, c'est juste de la douleur. Il faut aimer le processus, les défis, pas juste les trophées. Fixer un prix, c'est un processus. On teste, on se trompe, on écoute le marché, on s'ajuste. Et on ne fait pas ça seul. C'est un point qui revient tout le temps. L'exécution d'élite, ça demande une équipe. Personne n'est un tueur dans tous les domaines. Il faut s'entourer. Il faut s'entourer de gens qui complètent nos faiblesses, que ce soit en vente, en gestion, en technique. Tenter de tout faire soi-même, c'est la voie la plus sûre vers l'épuisement. Alors, si on fait le bilan, pour fixer un prix qui mène à une entreprise durable, on doit construire une structure à plusieurs étages. Au sous-sol, on a le plancher. Connaître ses coûts, s'assurer d'avoir une marge saine. Ensuite, au rez-de-chaussée, la connexion avec le client. On définit le prix selon la valeur perçue, en résolvant un vrai problème, en communiquant ça clairement, c'est le plafond de notre prix. OK. Et toute la structure repose sur des fondations solides. Un modèle d'affaires où la valeur à vie du client est bien supérieure à son coût d'acquisition. Et tout ça assemblé par une équipe qui est obsédée par l'exécution, avec la bonne mentalité. Finalement, le prix, c'est pas juste un chiffre. C'est le reflet de toute la stratégie. Pour conclure, je voudrais laisser une pensée un peu provocatrice. Tirer des sources Shark. Le marché a tendance à récompenser la vitesse plutôt que la perfection. Une version imparfaite lancée rapidement vaut souvent mieux qu'une version parfaite qui reste dans un tiroir. Ça, c'est une piste de réflexion fascinante. Ça soulève une question plutôt que de passer des mois à chercher le prix parfait en théorie. Serait-il plus judicieux de lancer un prix assez bon, de le confronter à la réalité du marché le plus vite possible et de l'ajuster? Est-ce que le bon prix, c'est une destination ou c'est un processus constant d'ajustement? Merci d'avoir été avec nous pour cette analyse.